Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le goût de vous parler de la solitude. Vous savez, souvent, on rencontre des gens du bel âge qui ont 75 ou 80 ans, puis ils se posent toujours la question, est-ce que j'ai les moyens d'aller demeurer dans une résidence, comme les grandes résidences Soleil ou d'autres résidences? Vous savez qu'aujourd'hui, avec le crédit d'impôt, tout le monde a les moyens. Et dans une résidence, vous allez retrouver des gens qui ont le même âge que vous autres, qui ont vécu les mêmes choses que vous autres. Ça fait que quand vous vous installez dans une grande résidence, fini la solitude et vous allez avoir aussi la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, c'est très important. Ça fait que ne soyez pas gênés. Informez-vous auprès des conseillers en hébergement qu'il y a dans les résidences. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine télévisé produit à TVRL qui s'appelle Vos Finances. Alors donc, c'est l'avant-dernière émission pour cette saison parce qu'on nous a avisé que la semaine prochaine, ce serait la dernière émission. Après ça, ça va être les vacances d'été qui vont durer, dépendamment d'un certain nombre de facteurs, 2 ou 3 mois, bien entendu, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, pour répondre à vos questions, mais à d'autres questions générales aussi, et pour traiter d'actualité économique et financière immédiate, j'ai le plaisir d'accueillir juste à ma droite ici, M. François Morancy, président fondateur d'une firme qui s'appelle Aviso, les conseillers financiers, et qui se spécialise dans toutes sortes de conseils et recommandations aux petites et moyennes entreprises, des PME. Alors, M. Morancy, bienvenue. Merci. Et à sa droite à lui, du groupe Investors, M. Gaétan Veillette, qui est directeur de division, mais je crois que vous avez dit tout à l'heure avant l'émission que c'est ce poste-là que vous n'avez plus depuis 2 mois, 2-3 mois. Là. Je suis revenu à ma clientèle. Bon, alors vous vous occupez de votre clientèle exclusivement. Oui. Alors donc, M. Veillette fait partie du groupe Investors, qui est le plus gros vendeur de fonds communs au Canada, si je ne m'abuse, encore. Tout y avait. Et ça fait partie, c'est un des piliers principaux du groupe Investors de la famille Power Corporation Desmarais, évidemment. Oui, absolument. Ouais, alors, M. Veillette, bienvenue également. Merci. Alors, avant que l'émission débute, ils étaient en train de s'engueuler un peu parce que parmi les différents titres qu'ils affichent sur leur carte d'affaires, on trouve planificateur financier dans les 2 cas. Or, la semaine prochaine, qui sera notre dernière émission, on va parler de planification financière avancée. Et je demandais à ces 2 messieurs, pour ceux qui font de la planification financière régulière, comme vous, par exemple, comment on pourrait appeler ça sans vexer les détenteurs de ce titre, qui servent quand même à quelque chose? Est-ce que planificateur financier, pas mitigé, mais disons simplifié, pourrait convenir? C'est pas simplifié. Donc, comme M. Veillette l'indiquait, en fait, compte, vous pouvez avoir des joueurs qui restent toujours sur le banc des joueurs, puis d'autres qui jouent sur la glace. Donc, la planification financière, c'est un processus qui est fait avec le client, qui commence à déterminer ses objectifs, à faire l'inventaire de ses biens et de pouvoir mettre ça en corrélation avec ses revenus, sa situation financière pour pouvoir le structurer. Pour maintenant, mais aussi pour le moyen terme et le long terme, en supposant éventuellement que cette personne-là pourrait vivre, maintenant, a de plus en plus de chances de vivre éventuellement jusqu'à 100 ans. Exactement. Parce qu'il y a de plus en plus de centenaires. Alors donc, et ça reste à voir, évidemment, par les organismes, comment on va travailler ça, ces genres de normes-là qui doivent s'adapter à elles aussi. Parce que le dernier chiffre que j'ai vu, c'est que la longévité et l'espérance de vie augmentent d'1 mois par 10 ans. Mm-hmm. C'est quand même assez rapide, ça. Oui, et c'est toujours basé aussi sur un historique du passé. Donc, on ne sait pas, dans 10 ou 20 ans d'ici, est-ce que la progression va rester à ce rythme-là? Elle va augmenter ou elle va diminuer? Dans le domaine de la santé, par exemple, il y a un des facteurs déterminants. Dans le domaine de l'alimentation, puis dans le domaine des gens qui font de plus en plus d'exercices et qui sont de plus en plus sérieux, en prenant leur système de santé très au sérieux, et en s'en occupant, alors que pendant des années, on a négligé ça un peu. Exactement. Bon, mais quand même. Alors donc, messieurs, je vais commencer avec la question traditionnelle et avec vous, M. Morancy. Quelle est la nouvelle ou les 2-3 dernières nouvelles que vous avez retenues dans l'actualité économique et financière récente, disons de quelques semaines, par exemple? Donc, si on regarde dans les dernières semaines, puis ce qui a attiré mon attention, et aussi ce qu'on voit aussi dans toute l'année 2012, c'est une année d'élection.
Oui. de tout bord, tout côté. Oui. Pas Et- juste en France, là. Ah, pas juste en France, Aux pas juste en États-Unis. Grèce, pas juste aux États-Unis. Donc, on se retrouve dans une année d'élection stratégiquement dans tous nos... Et l'Allemagne aussi Ça s'en revient vient en bientôt. élection. Et bientôt. l'Espagne, m'a-t-on dit. L'Espagne. Alors, donc, on regarde, c'est une année de très grands changements. On regarde que M. Sarkozy a cédé la place à François Hollande. Donc, tout ça va amener des changements. Parce que si on regarde dans les 3 à 5 dernières années, les principaux changements économiques sont venus beaucoup plus de la politique. Si on regarde l'état du marché boursier actuellement, au Canada, on est quand même chanceux. Depuis le début de l'année, les indices boursiers ont augmenté d'à peu près 3 Relativement stable. 3 d'augmentation en 4 mois. C'est quand même très bien. C'est 1 par mois, là, en gros. Exactement. Donc, c'est quand même un rendement nettement supérieur à ce que les banques nous offrent comme placement garanti. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, ce qu'on regarde actuellement, c'est que notre économie est en train, lentement, mais sûrement, de récupérer. Mais tous les changements politiques ont été la source de nos problèmes économiques. La rentabilité des entreprises est toujours au rendez-vous, mais leur valeur en bourse n'est pas reconnue. Est-ce que ces changements politiques risquent d'accélérer ou de décélérer la reprise en forme, disons, des économies nationales ou régionales? C'est qu'on l'ignore actuellement parce que tous ces changements-là, comme disait quelqu'un dernièrement, quand quelqu'un, avant, se présente au pouvoir, il a un programme. Tout à fait. Et quand il est au pouvoir, le programme change. Là, il regarde les vrais chiffres et puis il dit, voilà, ça, on l'avait promis, mais c'est pas certain qu'on va pouvoir le faire dès cette année. Exactement. Peut-être sur 2-3 ans ou d'ici le prochain mandat. Exactement. Donc, tout ça fait qu'on est dans une zone, et les bourses reflètent ça. On regarde, ils n'ont pas été capables de faire l'incertitude. Au niveau de la Grèce, ils n'ont pas été capables de faire un gouvernement de coalition. Par contre, en Israël, ils viennent de faire un gouvernement de coalition qui va être un des plus forts, mais dû simplement à une perspective de guerre au Liban. Donc, on regarde tout notre échiquier mondial est tout en train de se transformer et les enjeux ne sont pas fixés. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas passé à travers les différentes élections et que le pont entre les différents pays et les différentes politiques n'aura pas été fait, est-ce que l'Europe va rester? Est-ce que si, par exemple, simplement, si la Grèce refuse les mesures de restriction, est-ce qu'on va les garder dans la zone euro? Ou est-ce qu'on va les mettre dehors le temps qu'ils se conforment aux règles de base pour faire partie de la zone euro? Donc, tout ça va nous amener dans une zone où on ignore qu'est-ce qui va nous arriver. Donc, il s'agit de rester ça ne veut pas dire qu'on se désinvestit. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le navire, mais ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus prudent et on s'en va dans des positions beaucoup plus défensives avec des entreprises de haute qualité. Donc, je pense que c'est vos spécialités en termes de placement, parce que moi, comme planificateur financier, je regarde beaucoup plus les stratégies. Mais en termes d'orientation, on se met en position beaucoup plus liquide pour être prêt à faire face à tous ces bouleversements et après ça, pouvoir rembarquer. Quelque part dans le 2012, on va avoir des belles opportunités d'achat en termes de marché et ça va être d'être prêt et d'avoir les positions de Quand liquidité. les saisir et quelle opportunité saisir et quelle dont il faudrait peut-être se méfier. Absolument. Comme des nouvelles émissions d'action, on parle de YouTube, par exemple. Alors, ils se rappellent, eux autres, comment ils avaient fait de l'argent, les fondateurs de Google, il y a quelques années. Puis là, ils ont décidé de faire un peu la même chose. On connaît très bien, vous avez raison, les rapports qu'avaient établis entre eux M. Sarkozy et Mme Merkel en Allemagne. Mais quels vont être les rapports maintenant de M. Hollande et Mme Merkel? Évidemment, Mme Merkel, elle va faire comme d'habitude. Les Allemands, ils veulent toujours resserrer les boulons, comme on dit, tandis que les Méditerranéens, comme les Français, et en particulier les socialistes, eux, ils veulent, par exemple, laisser beaucoup plus d'égalité s'établir sur le marché, quitte à pousser sur certaines mesures. Alors, celle que j'ai vue et que vous avez sans doute vue à la télévision, comme moi dans les nouvelles, c'était, par exemple, des gens qui couraient chez le notaire de craindre que M. Hollande rétablisse les taxes et impôts sur les successions. Alors, on sait ce qui s'était produit en 81 quand M. François Mitterrand, un autre socialiste, est arrivé au pouvoir. Il y a beaucoup d'argent qui avait quitté la France pour s'en aller ailleurs, en tout cas temporairement. Est-ce que ce mouvement risque de s'accentuer ou de diminuer maintenant? C'est dans les probabilités actuellement, parce qu'on va avoir un gouvernement socialiste et qui est d'inspiration Mitterrand aussi, comme tel, parce que c'était M. Hollande était un des disciples de M. Mitterrand. Donc, tous ces éléments-là vont faire partie. Mais est-ce qu'ils vont innover? Est-ce qu'ils vont tenir compte de d'autres facteurs? Est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'on va avoir Obama encore ou si on va avoir
un républicain. Si on a un républicain, ça ne sera pas la même démocratie. Et est-ce que si c'est M. Obama encore, il va réussir à prendre le contrôle de une ou des deux chambres ou pas du tout? C'est Ça toutes aussi, des très c'est un belles autre questions. problème. Comme M. Hollande, là, il a remporté une belle victoire, mais le mois prochain, je pense qu'il y a des élections législatives qui s'en viennent pour constituer l'Assemblée nationale qui, elle, va former le gouvernement. Alors donc, M. Hollande, il a droit à un seul vote, pareil comme tout le monde en France. Là. Donc, Qu'est-ce que ça va donner comme changement? Est-ce que la population là-bas va vouloir faire un check and balance? C'est-à-dire, on envoie un socialiste à l'Élysée, mais à Matillon, on va envoyer peut-être des gens un peu plus conservateurs ou un peu plus on rigides du regarde, les côté Québécois budgétaire. étaient souvent comme ça. Hein? Tiens, on avait Trudeau fédéral, puis on avait l'évêque provincial. Donc, c'est un esprit un peu francophone de s'assurer d'avoir une sorte de balance du pouvoir, puis d'un conflit qui assure une pérennité. Monsieur Veillette, est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue ou s'il y a d'autres choses que vous avez retenues qu'il aurait peut-être oubliées ou négligées? Il y a d'autres volets. M. Holland a déclaré en février dernier que pour tous les millionnaires, il y aurait un impôt spécial de 75 %. Et ça a amené une tollée du côté français au niveau de ceux qui se qualifient. Il y a une trentaine de mille personnes qui sont millionnaires apparemment et ça pourrait emmener effectivement un exode des capitaux ou un exode de leur lieu de résidence officielle pour payer des impôts dans un pays où, fiscalement parlant, c'est plus acceptable. Alors, l'approche socialiste, bien qu'elle soit populiste, offre aussi beaucoup de contraintes au niveau de la gestion des affaires publiques et ça peut amener, évidemment, une contestation majeure. On regarde au niveau des taux marginaux d'imposition, c'est 41 % actuellement en France. M. Sarkozy l'avait monté à 45 %, donc il avait déjà haussé de 4 %, mais pour les 500 000 € et plus par année de revenus, lui veut le mettre évidemment à 150 000 € dans le cas de M. Holland. Alors, la France, c'est la 5e puissance économique mondiale. C'est quand même pas rien, une influence rayonnante là, sur les autres pays européens. Absolument. Et un peu partout à l'échelle mondiale. Oui, mais c'est derrière l'Allemagne, c'est derrière le Royaume-Uni, c'est derrière la Chine. Tout à fait. Et puis, si on considère que l'Europe, la France est un pays important du côté de l'Europe au niveau économique, les mesures sociales de la France, qui représentent 55 % de l'économie française, qui viennent du gouvernement, qui est une économie gouvernementale et socialiste, et la dette de la France, c'est 90 % du produit intérieur brut de la France. C'est très lourd, ça. C'est très lourd, c'est très difficile. Donc, les marges de manœuvre du nouveau président sont très, très, très étroites et il y a fort possible qu'il ait à changer son discours. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces considérations. On va suivre ça avec intérêt parce qu'effectivement, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ces gens-là vont avoir des mesures à prendre. Et se faire élire, c'est une chose, et ensuite de ça, commencer à appliquer le programme, c'est autre chose. Alors, s'il y a de plus en plus de gens qui s'en vont chez le notaire ou qui s'en vont dans une banque pour essayer de transférer des capitaux à l'étranger, peut-être que ça peut enclencher un mouvement qui va aller s'accélérant. Oui. Alors, il va falloir surveiller ça aussi. À moins qu'on impose un contrôle sur l'échange, mais ça, c'est une autre paire de manches, puis un autre débat, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, mais en surveillant du coin de l'œil s'il n'y a pas quelque chose qui s'en vient dans cette direction-là. Alors, merci beaucoup, messieurs. J'ai une question pour vous en particulier, M. Veillette, mais vous pouvez y répondre aussi si vous voulez. Il y a quelqu'un qui m'a dit que on est dans la saison des résultats financiers puis des assemblées annuelles. Alors, chez vous, il y a le groupe Investors, qui est un des principaux piliers de Power Corporation. Puis à côté, il y a le groupe Great West. Alors, dans le groupe Great West Lifeco, là, la compagnie qui chapeaute tout ça, on a vu une baisse, par exemple, des revenus de 8,8 %. C'est-à-dire que le titre a reculé de 8,8 %. Or, on dit habituellement à la bourse que quand un titre recule de 10 % ça devient une aubaine, une occasion d'affaires, ou en tout cas un titre à surveiller. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient chez Great West Lifeco, à votre connaissance? Une chose est sûre, tout le secteur financier est nettement touché par ce qui se passe actuellement du côté européen. On sait que la devise euro, entre autres, s'affaiblit progressivement à cause du débat actuel au profit de la devise américaine. Et on voit aussi que la devise canadienne se fléchit légèrement par rapport à la devise américaine. Alors, je pense que le secteur des institutions financières au Canada, actuellement, c'est un secteur qui est prometteur. C'est un secteur qui est aussi sensible à ces jeux au niveau international. Et relativement solide. Oui. Et il y a une autre question éternelle qui se pose au sujet de ce débat. Est-ce que c'est l'euro qui baisse ou c'est la devise américaine qui monte? Ou un peu des deux? Je pense que c'est un peu des deux. Les investisseurs actuellement en bas de l'euro
au profit de la devise américaine, Pour l'instant. pour l'instant. Mais on va voir que ça va donner suite à différentes élections qui vont avoir lieu en Europe Et au pas cours des juste ça, prochaines ce qui semaines. va et des arriver prochains avec mois. la Grèce va compromettre de beaucoup l'euro. Et qu'est-ce qui va arriver aussi aux États-Unis à l'automne avec M. Obama? Oui. Ici, je ferai des nuances au niveau de la Grèce parce que c'est quand même pas un pays qui a un produit intérieur brut vraiment important par rapport à la France là, ou par rapport à d'autres pays. C'est à peine 2,5 du produit de tout l'ensemble de la communauté économique européenne. Donc, c'est relativement mineur de ce côté-là, sauf que c'est un sujet très médiatisé et on sait qu'il y a une certaine émotivité dans les marchés financiers, donc ça peut avoir des retombées ou des impacts de ce côté-là. Et pas juste ça, c'est l'effet d'un effritement de la zone euro. Et ça peut amener d'autres changements par la suite. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les vulnérabilités, on a l'Italie, on a l'Espagne, qui peut arriver aussi à avoir des situations similaires à la Grèce. Ça se peut. Alors, donc, à un moment donné... Il pourrait y avoir un effet domino, c'est ce que vous dites, Exactement. là? C'est ça que je pourrais craindre là-dedans. C'est Mais- pas tellement l'impact de l'économie de la Grèce, mais le symbole de se retirer ou d'être retiré de la zone euro. Moi, je pense que le débat ne se situe pas à ce niveau-là pour l'instant. C'est une chose possible, mais l'Union économique a déjà une force considérable, autant au niveau économique, au niveau de l'influence mondiale, etc. Et je pense que son effritement ne fait pas partie pour l'instant de la discussion. Peut-être que le désistement de la Grèce pourrait emmener la Grèce à se retirer de l'Union économique, mais il y a un coût énorme pour la Grèce à s'y retirer. Il y a un coût énorme pour l'Union économique de laisser partir ce pays-là de quand même. délester la Grèce, Mais évidemment. c'est pas ça qu'ils regardent là-dedans. Eux autres, c'est beaucoup plus leur question de leur qualité de vie qui a toujours été l'enjeu au niveau de la Grèce. Donc, ils ne regardent pas le coût, ils vont le vivre après, mais ça va être plus le problème. Ça va être Alors, plus de problème. messieurs, pour l'instant, le problème qu'on a, c'est qu'on nous fait signe désespérément que le premier bloc est déjà terminé. Alors, si on ne veut pas déséquilibrer complètement l'émission, on va faire une première pause, puis on va revenir dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le deuxième bloc de cette émission, en compagnie toujours de François Morancy, ici juste à ma droite, qui est président fondateur de Aviso, les conseillers financiers. C'est une boîte qui est à Montréal, mais qui se promène un peu partout à la grandeur du Québec. Donc, on répond Et- aux besoins de nos clients. À sa droite à lui, puisque tout le monde ici, nous sommes des gens de droite, c'est reconnu et c'est même dénoncé dans certaines tribunes. À sa droite à lui, M. Gaétan Veillette, donc du groupe Investors, sur la rive sud de Montréal, je pense. Mais vous vous promenez aussi sur un grand territoire. On fait comme Alors, M. M. Morancy. Veillette fait partie du groupe Investors. Et le groupe Investors, c'est un vendeur de fonds communs, principalement. Alors, donc, le groupe Investors, c'est, sauf erreur, le plus gros vendeur de fonds communs encore au Canada. Et c'est un des piliers principaux de Power Corporation, de la famille Desmarais. Et comme c'est la période des assemblées annuelles actuellement, pour toutes ces entreprises qui avaient leur année financière et qui se terminait, par exemple, avec l'année civile le 31 décembre, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans les journaux. Il y a beaucoup de bonnes informations à aller chercher. On en a parlé tout à l'heure. On aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours des prochaines émissions. Alors, messieurs, merci beaucoup d'être là. J'ai ici un certain nombre de questions qui me sont parvenues d'un peu partout. Et on me demande, par exemple, un PFA, on en parlait tout à l'heure, un programme planification financière avancée. On dit, je pense, une PFA, planification financière avancée. Ce n'est pas une expression qui est Reconnue, reconnue comme consacrée. telle. Non. C'est qu'au terme de la loi, c'est seulement le titre de PLFIN, c'est-à-dire planificateur financier, qui est reconnu. C'est le seul titre qui est connu. PFA, qui anciennement voulait dire planificateur financier agréé, est interdit. Il y a une liste d'une une quarantaine ou une soixantaine, je ne me rappelle plus à combien ils sont rendus. là. Il y a une dizaine de titres interdits en vertu d'un règlement de l'AMF, qui est le règlement numéro 13 sur les titres prétendument similaires à planificateur financier. Et c'est un petit peu une aberration, ces titres-là, parce qu'il y a un titre qui est coordonnateur financier qui est interdit d'usage. Alors, si vous vous présentez dans une entreprise comme coordonnateur financier, c'est interdit Vous êtes dans le d'usage trouble tout de suite au départ. en vertu du règlement numéro 13 de L'autorité l'AMF. des marchés financiers peut vous taper sur la tête. Parlant de l'AMF, elle a comme mission, entre autres choses, de faire de l'éducation économique et financière aussi. Et on a ici une entreprise qui s'appelle Actif. Peut-être que vous avez vu le collègue d'Actif qui est venu Oui, ici non, à j'étais deux avec lui occasions. lors d'une dernière émission. Là. Et donc, ce monsieur nous fait savoir que là, il va y avoir un séminaire qui va se produire au cours des prochains jours, des prochaines semaines, une ou deux fois, je pense, Montréal, Laval, Rive-Sud, et puis peut-être dans le coin de Québec. Vous allez trouver ça sur le site de Actif,
actif.ca. Alors donc, vous allez trouver ces informations-là sur notre site à nous. Et donc, eux, leur titre leur séminaire va porter cette fois-ci sur l'analyse fondamentale des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale? En fait, c'est de revenir à la base d'une entreprise. Donc, vous avez une valeur marchande qui est déterminée par la bourse, qui est déterminée uniquement par l'offre et la demande. Bien sûr. Donc, il y a quelqu'un qui veut acheter, il y a quelqu'un qui veut vendre. Chaque fois qu'il y a une transaction, là, il y a quelqu'un qui achète puis quelqu'un qui vend une ou plusieurs Et c'est actions. cette conjoncture-là qui détermine la valeur du marché à cette date et à cette heure de transaction. Quand on va à l'analyse fondamentale, on revient à la base économique de l'entreprise et ses fondements. Et la base économique d'une entreprise, c'est sa raison d'être, c'est les profits. Donc, quand on commence à faire l'analyse fondamentale... Son historique, son plan d'orientation, sa haute direction, etc., Exactement. etc. Donc, on commence à regarder quelle est sa capacité de générer des profits et de le maintenir, et quelle est sa rentabilité par rapport à son chiffre d'affaires, quelles sont la quantité d'actifs qui sont mis en place pour générer ces profits-là. Donc, tous ces éléments-là sont l'analyse fondamentale de l'entreprise. Comme vous le mentionnez aussi, quelles sont ses stratégies, quelle est la qualité de son équipe de direction. Sa compétition. Sa capacité de compétitionner face à ses plus grands concurrents et de dominer son marché. Parce que ce qu'on recherche, c'est toujours investir dans les entreprises qui sont des leaders de leur domaine. Donc, on ne veut pas que ça soit le dernier né puis celui qui est à bout de souffle. On n'investit pas dans le petit canard boiteux, là, ou l'entreprise qui est très vieille et qui n'est pas capable de suivre l'évolution des autres. Donc, on recherche des gagnants. Hein? Et j'ai fouillé dans les gros bouquins, puis quand on ne fait pas de l'analyse fondamentale, on nous dit qu'on fait de l'analyse technique. Monsieur Veillette, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? L'analyse technique, il y a beaucoup de gens qui la pratiquent, ils suivent un titre, puis ils suivent les différentes variations sur un titre, en termes de progression, en termes de diminution, et ils analysent évidemment ces variations-là. Dans le cas d'un titre d'une société publique, ça va bien puisqu'il est coté à la bourse, donc on peut suivre instantanément l'évolution de ce titre-là, et avec une instrumentation pour le faire. Maintenant, l'analyse technique a ses avantages, a ses inconvénients. Il faut le suivre attentivement et non pas uniquement par bribes. Alors, souvent, les gens qui veulent faire de l'analyse technique, mais qui sont là peut-être 5 minutes par jour seulement pour suivre un titre. Ou une journée par semaine. Ou une journée par semaine. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions de fait. Et puis, ils n'ont pas non plus la perspective de l'entreprise. Donc, l'analyse fondamentale, l'analyse technique ou l'analyse sectorielle aussi est une dimension intéressante pour plusieurs. Habituellement, c'est des gens qui s'intéressent en profondeur à ces choses-là. C'est des gens aussi qui veulent mettre le temps. C'est souvent la nature même de la fonction d'un gestionnaire de portefeuille. Je regarde chez Groupe Investors, on délègue à un gestionnaire de portefeuille le rôle d'administrer le bien d'autrui. Donc, d'administrer 500 millions, 1 milliard d'actifs sous gestion, 3 milliards, parce qu'on a des fonds... Qui appartiennent à 15, 20 000, 30 000 personnes, là. Voilà. Alors, s'il y a 30 000 personnes qui sont clients d'un fonds, alors que nous, on en a un peu plus que 200 fonds chez Groupe Investors. On a 1000 produits et services financiers, mais à peu près 200 fonds communs de placement. Eh bien, le gestionnaire qui est assigné à un fonds commun de placement et qui gère, disons, 1 milliard d'actifs sous gestion, bien, lui fait l'analyse fondamentale, l'analyse sectorielle, l'analyse technique, selon son mandat de gestion. Alors, il doit opérer à partir de contraintes, à partir de critères et à partir d'objectifs. Il doit être... aussi de la philosophie du fonds, parce que le fonds, chaque fonds a une personnalité et une certaine philosophie qu'ils doivent appliquer avec une rigueur. Les gens qui investissent là-dedans, c'est ça qu'ils achètent aussi. Exactement. Parce que lui aussi, il a son analyse fondamentale et son analyse technique, le fonds en question. Exactement. Oui. Et en plus de ça, aussi. quel est le processus décisionnel au sein du fonds? Est-ce que c'est juste une seule personne qui décide de tout ou c'est une équipe qui a un historique? Parce qu'on regarde un fonds d'investissement, on ne peut pas juste le regarder, le fonds qui vient d'être créé la semaine dernière, puis y faire confiance. C'est toujours facile de performer quand on commence à partir de rien. Oui. Mais quand on est obligé de vivre avec ses anciennes décisions, c'est une autre paire de manches. C'est un peu plus compliqué. Oui. Et surtout qu'un fonds évolue énormément dans le temps. Son mandat de gestion peut évoluer, son secteur d'activité peut évoluer. Il peut y avoir des fusions de fonds qui peuvent se faire. Et ce qui fait que ça devient un défi pour le consommateur de suivre ça. Même si on a des grilles d'analyse par Internet aujourd'hui avec des différents sites Internet qui nous permettent de voir l'évolution des fonds, ça ne nous donne pas un aperçu complète et détaillée de toutes ces choses-là. L'important, c'est qu'on fait affaire à une firme parce qu'elle est sérieuse, elle est organisée, elle est accompagnée d'une foule de produits et services qui nous permet d'avoir un service
service complet, un seul guichet, un seul directeur de compte qui est le conseiller, idéalement un planificateur financier, et qui permet d'avoir un service conseil approprié. Alors, c'est le principe qu'un fonds commun de placement, c'est une grande boîte dans laquelle des milliers d'investisseurs ou des dizaines de milliers d'investisseurs ou des centaines de milliers d'investisseurs La caisse de investissent. dépôt et de placement, par exemple, ou Teachers, le gros fonds, la grosse caisse de retraite des enseignants ontariens. C'est déjà un régime collectif. Alors, que ce soit un fonds de pension, que ce soit le fonds de pension des teachers, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui répond à différents mandats sectoriels. À 6-7 gros déposants, Oui. tandis que Teachers, il y a un seul déposant, évidemment, c'est l'Association des professeurs enseignants là-bas. Alors, c'est plus facile, peut-être, dans ce cas-là, de Parce gérer. que le mandat est Le mandat intégré. est plus défini. Alors, écoutez, si j'essaie de résumer tout ça, la différence et la similitude entre les deux, un ami et ancien collègue et collaborateur qui s'appelle Michel Carrian, que beaucoup de gens connaissent parce qu'on le voit souvent à la télévision, enfin, on le voyait souvent, maintenant un petit peu moins souvent, lui me disait, écoute, avec l'analyse fondamentale, tu vas choisir dans quel secteur et dans quelle entreprise investir ou désinvestir. Il dit, moi, ce que je vais faire avec l'analyse technique, je vais te dire à quel moment propice, le plus propice, le faire investir ou sortir de là. Alors donc, c'est peut-être la façon de raccrocher les deux modes d'analyse, là, mais ils sont davantage complémentaires que concurrentiels. Absolument. Il n'y en a pas un nécessairement qui est meilleur que l'autre, mais si on utilise les deux, on peut obtenir des meilleurs résultats. Une complémentarité. Alors donc, cette fois-ci, ça va porter sur l'analyse fondamentale, mais il y aura sans doute d'autres séminaires qui ont eu lieu sur l'analyse technique ou qui reviendront éventuellement sur l'analyse technique. Alors, les gens qui veulent apprendre à investir, bien, ils peuvent toujours aller là. Puis les gens d'actifs, bien, c'est une coopérative, c'est des gens très sérieux, puisque leur activité d'éducation économique comme ça, c'est supporté financièrement, justement, par l'autorité des marchés financiers, la fameuse AMF, tellement redoutée par beaucoup de monde, mais qui fait quand même un boulot assez remarquable et exceptionnel, avec les moyens dont elle dispose. Alors donc, analyse technique, analyse fondamentale, on aura peut-être l'occasion de revenir éventuellement sur un autre séminaire d'analyse technique ou avec d'autres invités qui pourront nous en dire davantage là-dessus. Alors voilà donc pour Actif, et vous allez trouver ça encore une fois sur le site Internet actif.ca, et si vous allez sur notre site à nous, vous allez trouver donc sur tvrl.ca toutes ces informations qu'on vous donne ici et que vous n'avez pas nécessairement le temps de noter au passage quand on vous les donne. Alors, sur notre site à nous, vous allez trouver toutes les anciennes émissions qui sont répertoriées depuis plusieurs années maintenant. Alors, vous faites actif.ca et là, vous allez dans la programmation et vous prenez l'émission Vos Finances. Ne vous trompez pas, c'est l'émission Vos Finances qui est produite ici et non pas d'autres émissions semblables qui sont produites ailleurs. Alors, voilà donc pour cette histoire de séminaire sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, maintenant, on va essayer de voir, parmi toutes les questions qui m'ont été envoyées, lesquelles pourraient être les plus intéressantes pour le plus grand nombre de personnes qui nous font l'honneur de nous écouter. Alors donc, définition, analyse technique, analyse fondamentale, ça c'est fait. AMS, ça c'est fait. Pétrolière canadienne versus pétrolière américaine. On a vu une nouvelle dans les journaux cette semaine qui disait que les pétrolières américaines, c'était des sociétés les plus riches au monde à peu près, et que les sociétés canadiennes avaient beaucoup de misère à suivre. Est-ce que c'est normal? Puis est-ce que ça a toujours été comme ça? Moi, ce que je me dis en voyant une nouvelle comme ça, c'est qu'évidemment, aux États-Unis, ils sont rendus à 350 millions de personnes. Nous autres, on est rendus à peu près à 35 ou 38 millions de personnes. C'est normal que les sociétés américaines soient beaucoup plus grosses et que nous, ici, on ait une économie de filiales ou d'entreprises, donc des branch plans, comme ils disent en anglais. Là, si on regarde en fait ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, c'est l'économie américaine était véritablement en récession et l'économie canadienne a pu se maintenir tout simplement grâce à notre économie des ressources avec la Chine, l'Inde qui nous commandait beaucoup plus de ressources. Tout à fait. Mais actuellement, si on regarde depuis le début de l'année, la bourse américaine a progressé de façon beaucoup plus importante que la bourse canadienne. Et ça commence à donner des signaux comme quoi on va avoir une reprise aux États-Unis, même si l'emploi a été un peu timoré. Donc, il y a des éléments. On est dans une année d'élection, mais on sait qu'après une année d'élection, l'économie reprend. Donc, on peut s'attendre à ce que, lorsque l'économie américaine va bien, c'est une locomotive, et l'économie canadienne n'est que des wagons derrière. Et quand la locomotive part, bien évidemment, les wagons vont suivre, ça c'est entendu. Le signal qu'on m'a donné à ce propos, on m'a dit,
regardez le nombre d'emplois nouveaux créés aux États-Unis. Ça a diminué. C'est une statistique qu'on nous donne toujours le vendredi, le premier vendredi du mois. Ça a diminué un peu au cours du dernier mois, mais les mois précédents avaient été très bons. Très bon. Au-dessus de 200 000. Alors, on me disait 3 ou 4 mois consécutifs avec des créations de plus de 200 000 emplois par mois. C'est un signal que l'économie américaine est vraiment en train de sortir de son Et la lit bourse de aussi malade. a démontré, je pense qu'on a un rendement de quoi? De 10 aux États-Unis depuis le début de l'année? Oui. Donc, 10 ou 12 Donc, c'est quand même des résultats qui sont impressionnants et qui donnent des signaux Parce de que réponse. la bourse prévoit toujours, ou essaie de prévoir, 3 à 6 mois d'avance. 6 mois d'avance, facilement. Dans quelle direction s'en va l'économie? Parce que ces gens-là ont des piles de statistiques qui leur donnent des indications de ce genre-là qui ne sont pas nécessairement disponibles et à la portée de tout le monde. Monsieur Veillette, oui. Oui, on peut rajouter que les États-Unis, c'est quand même 23,6 du produit intérieur brut mondial. Donc, c'est presque le quart du produit intérieur brut C'est mondial. moins nombreux que la Chine et l'Inde, mais c'est Ben, quand même beaucoup plus vigoureux. Tout à fait. Du côté de l'Inde, c'est quand même 2,3 du produit intérieur brut mondial, c'est l'Inde. 9,3 la Chine. Et actuellement, c'est des pays qui s'en vont en développement très, très rapide. Ils ont des marchés locaux assez importants. On sait aussi que les le pouvoir d'achat de États-Unis... leurs consommateurs est beaucoup plus faible. Oui, mais c'est parce qu'il faut regarder à moyen terme, c'est que vous avez 300 millions d'Américains et vous avez combien? 2 ou 3 milliards de Chinois, 1 milliard d'Indiens? 1,1 milliard en Inde. En Inde. Un Donc, milliard, ce qui arrive, oui. c'est qu'il faut regarder, ils ont une population et dès que le niveau de vie augmente juste d'un petit peu, les pourcentages vont dans les 5 ou 10 prochaines années, ils vont changer. Tout à fait. Pour préciser ton point, la Chine comporte 19,5 de la population mondiale, tandis que l'Inde, c'est 17,3 Seulement ces deux pays-là, c'est quand même une masse démographique C'est un tiers de la extrêmement population importante. mondiale. Les États-Unis, c'est 4,5 de la population mondiale. Alors, la part des dépenses militaires des États-Unis, c'est 43,2 des dépenses militaires mondiales. Donc, Là, c'est peut-être appelé à diminuer suite aux élections qui vont avoir lieu le mois prochain. Alors, messieurs, on nous fait signe encore une fois désespérément que le deuxième bloc est à peu près déjà terminé, puis il faudrait passer à une autre pause avant de poursuivre cette émission. Alors, si vous voulez bien, alors on va aller à la seconde pause, puis on revient tout de suite après. Alors donc, si vous venez vous joindre à nous, je vous rappelle que la semaine prochaine, on va avoir la dernière émission de cette saison et ça va être une émission qui va porter sur la planification financière avancée. PFA, on en entend parler de plus en plus maintenant, surtout avec le vieillissement de la population. Alors, messieurs, si je comprends bien, vous êtes aussi un peu planificateur financier. La planification financière, c'est financière et successorale. La planification financière, en fait, traite de l'ensemble des aspects financiers d'un individu. Donc, on planifie sa situation actuelle, sa capacité d'épargne, sa fiscalité. On planifie également sa succession en cas de décès, sa retraite et ses stratégies d'investissement et également toute la gestion de son patrimoine et le transfert de son patrimoine. Donc, c'est une approche qui est intégrée et qui permet de partir des objectifs du client et comment on peut transformer tous ses désirs en réalité dans le contexte de ses ressources. J'ai eu un certain nombre de questions qu'on pourrait regrouper autour d'un thème. Quand j'en ai plusieurs qui portent sur le même sujet, on ne va pas la poser la même 3-4 fois, là. Ni dans la même émission, ni dans des émissions consécutives. On me dit comment ça se fait que c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de partager des revenus de travail, mais c'est très facile de partager des revenus de placement. Peut-être une nuance au niveau du travailleur autonome qui offre des services. On parle bien des services. Oui. C'est plus facile de s'adjoindre, de s'allier, disons, à sa conjointe ou à des enfants qui sont grands pour l'exploitation de l'entreprise et en même temps partager des revenus. S'il est incorporé, on peut très bien créer des actions à dividendes discrétionnaires et faire participer à l'actionnariat certains membres de la famille et faire du fractionnement de revenus. C'est tout à fait vrai que les revenus de retraite sont plus facilement partageables en ce qui a trait à la Régie des rentes du Québec, notamment quand on le fait à la source. Donc, le paiement se fait immédiatement de façon partagée, moitié-moitié. Les revenus de retraite sont partageables à partir de 65 ans. On parle bien de revenus de retraite. Oui. Et par conséquent, le 2 000 de crédit d'impôt de revenus de retraite s'applique quand on vire un REER au fer ou bien qu'on reçoit une prestation du fonds de pension. Par contre, il y a une discrimination majeure pour ceux qui sont en bas de 65 ans. C'est que
Pour bénéficier du partage de revenus de retraite avant 65 ans, il faut faire partie d'un fonds de pension d'employeur. Ah, il n'y en a pas dans toutes les entreprises de ça. Il n'y en a pas dans toutes les entreprises. Donc, les employés qui travaillent pour l'État, des sociétés d'État, pour le public ou les grandes entreprises... Eux, ils l'ont. Ils l'ont. S'ils prennent une retraite à 50 ans, ils peuvent partager au moins 2 000 de revenus de pension avec le conjoint. Ça peut aller jusqu'à 50 de leur revenu de retraite. Et le conjoint bénéficie également, lui, du 2 000 de crédit d'impôt pour revenus de pension. Alors que ceux qui sont avec des REER doivent attendre à 65 ans au fédéral pour pouvoir en bénéficier. Alors, et à 65 ans, qui a fait un virement offert pour être capable d'avoir un revenu de retraite et par conséquent être capable de figurer ce 2 000 de crédit d'impôt fédéral pour revenu de retraite. Alors, il y a deux classes de citoyens. Il y a ceux qui font partie d'un fonds de pension d'employeur, qui sont des citoyens de première classe, et il y a les autres citoyens qui sont en classe inférieure dans le point de vue de la fiscalité gouvernementale, à l'effet que ces gens-là n'ont pas le droit à ces avantages de fractionnement et aux avantages du crédit d'impôt de revenus de retraite. L'ancien président de Teachers, Claude Lamoureux, avait déjà dénoncé ça il y a 5 ou 6 ans, en disant qu'on est en train au Québec de créer deux classes de citoyens, ceux qui ont des régimes de retraite à prestations déterminées et ceux qui n'en ont pas. Et puis il disait, justement, à prestations déterminées, c'est tout le secteur public et parapublic. Puis les autres dans le secteur privé, eux, qui font quand même marcher l'économie, ils n'ont pas droit à ces avantages-là. Alors il dit, il va y avoir un problème à un moment donné, une discrimination là, qui va aller en s'élargissant entre ceux qui ont des régimes de pension, des régimes de retraite à prestations déterminées, puis ceux qui n'en ont pas. Et même à ça, ça devient ceux qui sont obligés de se résigner au supplément de revenu garanti ou ces mesures-là, je dirais, d'aide sociale, c'est plus ça qui commence à pointer. Et c'est peut-être pour ça que le gouvernement fédéral essaie d'ajuster un peu la machine pour ne pas se ramasser, lui, avec trop de citoyens qui auraient droit au supplément de revenu garanti. Parce que lui aussi, au fédéral, il y a des ressources limitées, bien entendu. Mais c'est l'effet contraire. On a vu par l'élection au printemps dernier d'un nouveau gouvernement, du gouvernement au fédéral, avec une promesse électorale de majorer le supplément de revenu garanti. Ça ne fait qu'accentuer le problème de la dépendance du citoyen à l'égard de l'État pour ses revenus de retraite. Alors, la dépendance du citoyen pour les bureaucrates et les fonctionnaires de n'importe quel niveau de gouvernement, c'est pas un malheur, ça, c'est plutôt une bonne chose. Une chose est sûre, c'est toujours le contribuable qui paie en bout de piste par ses taxes et ses impôts. Alors, actuellement, on vise l'équilibre budgétaire au fédéral, au provincial également, du côté américain, du côté européen également. Alors, les programmes sociaux et les mesures socio-économiques budgétaires sont importantes, donc, et ça transcende nécessairement dans l'exercice de la déclaration d'impôt. Et si l'exercice fait que c'est plus intéressant de défiscaliser son patrimoine pour profiter au maximum des régimes d'État, bien, le gouvernement a à sa charge une foule de citoyens pour lequel il les a encouragés à se mettre dans toute une telle situation. M. Veillette, on m'a dit de différentes sources que vous aviez des termes des fois qu'on oubliait de définir. Défiscaliser, qu'est-ce que ça veut dire? La défiscalisation, c'est très populaire en Europe. C'est moins connu ici comme terme, c'est vrai. Par contre, ils utilisent des grands mots et nous, plutôt des petits mots. Là. Oui, mais ils connaissent que le point de le grand mot, s'il est bien connu, s'il est populaire, ça devient une pratique courante. Une chose est sûre, quand on a des régimes de retraite et qu'on les retire, on défiscalise. Quand on a une petite entreprise où on a des sommes accumulées et qu'on décide de les retirer progressivement, on défiscalise. Lorsqu'on vend notre triplex avec un gain en capital, on défiscalise. Donc, tout bien... Gain en capital, si on habitait le dit triplex, si on habitait un des logements du triplex en question, gain en capital qui n'est pas imposé si c'est la résidence principale. Il est exonéré. Réalisé cette sur partie-là est la résidence exonérée. principale. Tout à fait. Ouais. La résidence principale est toujours exonérée. C'est pour ça que quelqu'un qui a habité temporairement son triplex pendant, disons, 7 ans, ça fait 20 ans qu'il l'occupe, et le reste a été locatif. Alors, il faut calculer proportionnellement aussi son gain en capital. Qui a été réalisé dans quelle période au moment où ce gain de capital était imposable ou au moment où il l'était plus? Oui. Autrement dit, au moment où l'immeuble était locatif et au moment où il était habité par le propriétaire. Tout à fait. Il faut se rappeler, et c'est un petit peu l'erreur que souvent les gens font lorsqu'ils font leur déclaration d'impôt sur le gain en capital d'un bien immobilier. En 1994, le gouvernement avait demandé, dans la déclaration d'impôt de 1994, en remplissant le formulaire T664, et je m'en souviens très bien, de déclarer tous leurs biens
qui comportait du gain en capital ou des pertes en capital, mais du gain en capital, et notamment pour l'immobilier, puisque l'exonération de 100 000 sur le gain en capital s'est terminée le 22 février 1992. En 92, mais il fallait le déclarer dans la déclaration d'impôt de 1994. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vend sa propriété immobilière, eh bien, il est important de regarder la déclaration d'impôt de 1994 pour établir la valeur reconnue et déclarée en 1994 sur la valeur du 22 février 92 pour ne pas perdre aujourd'hui cette exonération du gain capital au moment de la vente. Est-ce que tous les planificateurs financiers utilisent ce genre de jargon à peu près incompréhensible par la majorité des chrétiens? Là? Disons, on essaie toujours de vulgariser, mais il faut penser que le rôle du planificateur financier est de servir d'intermédiaire en différents spécialistes, et le planificateur financier doit être capable de parler les différents langages des différents spécialistes, mais il devient le spécialiste du langage de son client. Et il faut qu'il réussisse à se faire comprendre par son client. Et si le client ne comprend pas ce que vous lui racontez, vous êtes peut-être mieux de le laisser faire et d'arrêter de faire perdre son temps et de perdre votre temps à vous. Non, ce que je dis toujours à mon client, c'est « Gêne-toi pas, arrête-moi, pose-moi des questions. » Parce que l'ignorance, c'est pas une façon de s'enrichir. Tout à fait. Et encore une fois, donc, si vous pensez que les services d'un spécialiste, ça coûte cher, bien, au lieu de travailler avec un spécialiste, essayez de travailler avec des gens qui connaissent rien là-dedans. Vous allez voir qu'à la longue, ça finit par coûter beaucoup plus cher. Énormément. Énormément. Et c'est pour ça que le rôle du planificateur financier, c'est à la fois d'être généraliste, d'avoir une idée de l'ensemble de la situation du client pour être capable de lui recommander les bons spécialistes. Les bons communicateurs. Bon, vous allez besoin. dire que je prêche pour ma paroisse, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça aussi la réalité. Quand on donne à des gens des informations qu'ils ne comprennent pas, ou peu, ou mal, bien, on leur rend peut-être un mauvais service au lieu de leur rendre un bon service. Oui. Et voilà. C'est un petit peu comme un électricien qui vient chez vous, qui vous il vous donne différents conseils, il vous parle de différentes choses qu'on ne se souvient pas nécessairement, mais au moment où il nous le présente, on comprend l'idée générale. C'est un petit peu la même chose du côté d'une relation entre planificateur financier et son client. Alors le client, une fois qu'il comprend l'idée générale, une fois qu'il comprend que son planificateur financier l'a écouté, a bien perçu ses préoccupations, ses priorités, ses contraintes, qui a bien perçu sa situation financière, sa situation fiscale, son portrait socio-économique, et qui est capable de dire, bien, voici, d'après ce que je comprends de votre situation, voici les 3 options. Dans les 3, c'est celle que je vous recommande. Une règle de base, m'a-t-on enseigné dans une vie antérieure en matière de planification, c'est d'essayer de fractionner le revenu entre différents contribuables. Absolument. En se faisant, par exemple, des prêts entre membres de la famille. Il me semble que c'est facile à comprendre. Le jeune qui a une maison, bien, c'est de l'argent qui vient de ses parents ou de ses grands-parents. Alors l'institution financière prend l'argent là où il se trouve et le place chez les gens qui en ont besoin, en se prenant évidemment une cote au passage, ça va de soi. Parce que l'institution financière, elle doit vivre et survivre elle aussi. Et elle n'est pas en danger. Cette règle-là, donc, elle tient toujours la route, si je comprends bien. Elle tient toujours la route. C'est que une personne qui gagne, mettons, 50 000 paye beaucoup plus d'impôts que 2 personnes qui en gagnent 25 000. Donc, à ce moment-là, le fractionnement du revenu est toujours la première base en termes de planification fiscale. Mais dans certains cas, il y a des gens qui voudraient fractionner des revenus, même des revenus de retraite, et c'est interdit par ce qu'on appelle des règles d'attribution. Qu'est-ce que c'est, des règles d'attribution? C'est qu'au niveau, premièrement, des revenus de retraite, à partir de 65 ans, on peut les fractionner. Les règles d'attribution, c'est lorsque, par exemple, le mari donne de l'argent à sa femme, par exemple, et sans aucune forme de prêt. Et à ce moment-là, tout le revenu que sa femme va générer à partir de ce capital-là, va être attribué à son mari et revenir dans le rapport d'impôt. Donc, c'est des règles qui sont visées pour éviter qu'on transfère du capital à une autre personne pour réduire ses impôts puis éviter de payer l'impôt que normalement... Le maximum d'imposition. Exactement, pour éviter de payer de l'impôt. Donc, le fractionnement du revenu doit se faire selon des règles. Il ne peut pas se faire avec un enfant mineur. Il est très dangereux de le faire avec son conjoint, sauf si on fait un prêt avec un taux d'intérêt prescrit qui est actuellement de 1 je crois, toujours. Oui. C'est toujours 1 oui. Toujours 1 Donc, il y a des façons de le faire qui sont permises, mais si on s'improvise, bien, là, à ce moment-là, ça peut coûter très cher. Bon, alors, il y a nos amis du plateau qui commencent encore à s'énerver un petit peu parce qu'ils voient passer le temps, eux, et ils voient les 4 blocs qui s'accumulent. Et là, on a déjà 3 de fait, alors on va faire une dernière pause. Et on va revenir dans quelques instants pour le 4e et dernier bloc de cette émission.
Alors, nous voilà encore de retour pour ce 4e et dernier bloc en compagnie de M. François Morancy, le président fondateur de Aviso, les conseillers financiers, et de M. Gaétan Veillette, qui fait partie du groupe Investors, lui. Le groupe Investors, c'est un des piliers centraux avec la Great West, de Power Corporation, la grande compagnie que tout le monde connaît et aime bien détester dans beaucoup de cas. Alors, ce qu'on dit dans certains cas, au lieu de chialer contre eux autres, si vous pensez qu'ils font des profits scandaleux, achetez leurs actions, tout simplement. Tout à fait. Puis il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir des grands entrepreneurs chez eux. Alors, nous, on l'a, il s'agit juste de les utiliser. Et puis de les surveiller, puis de voir dans quelle direction ils s'en vont. Parce qu'habituellement, quand ils investissent à quelque part, c'est parce qu'ils ont bien étudié la situation. Le dossier. Et ils n'investissent pas pour perdre de l'argent, ils investissent pour faire de l'argent, bien entendu. Oui. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de fonds de pension, de fonds de retraite qui investissent notamment dans ces grandes sociétés publiques. Tout à fait. Alors, s'ils réussissent, bien, si les fonds de pension réussissent également. Alors, c'est l'ensemble des gens qui contribuent volontairement ou non à ces fonds de pension de compagnie qui en profitent parce que quand des grandes compagnies font des bénéfices, évidemment, ça profite à tout le monde, ça va de soi. Incluant la Caisse de dépôt et de placement. Alors, si les entreprises, les sociétés publiques sont profitables et sont rentables, toute la société en bénéficie. Tout à fait. Alors donc, on peut toujours chialer pour le principe, mais c'est parce qu'il y a des gens qui disent, regarde combien ils font d'argent, eux autres. Puis nous autres, les pauvres petits étudiants, là, on tire le diable par la queue. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce que les étudiants, actuellement, on se rappelle que pour un étudiant de secondaire, que ça lui coûte 216 de frais de scolarité, pour une année d'études, c'est-à-dire 10 mois d'études au cégep, 216 et qui lui revient 651 en crédit d'impôt sur sa déclaration d'impôt, et il peut le reporter dans l'avenir ou le rouler à un parent, c'est 3 fois plus que l'investissement que ça a comporté. Et ça fait en sorte que le régime qu'on a en réalité, c'est un des régimes les plus généreux et les plus souples et les plus faciles au Canada, me dit-on. Au Canada, absolument. Puis quand on regarde que la moyenne en Ontario, c'est 6 600 pour des études universitaires par année. C'est pour ça qu'ils viennent étudier ici, d'ailleurs, parce que ça coûte moins cher. Oui, c'est plus que 2 fois et demi ce que ça coûte au Québec actuellement. Le problème, c'est qu'ils viennent se faire instruire ici où ça coûte pas cher, puis une fois qu'ils sont instruits, ils retournent chez eux. Oui, il y a des ententes au niveau des étudiants de d'autres provinces qui viennent étudier au Québec et d'étudiants étrangers également du Canada qui viennent étudier au Québec pour fin de faciliter les études postsecondaires. Ils ne payent pas les mêmes tarifs que nos étudiants. Tout à fait, tout à fait. Ils payent plus cher que les tarifs de nos étudiants. Et d'ailleurs, actuellement, la grande problématique que l'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vivent les conséquences de ce boycottage-là de cours de certains étudiants, de certains groupes d'étudiants qui refusent de poursuivre leur programme. Et par conséquent, notamment les étudiants étrangers qui doivent renouveler leur visa ou prolonger leur visa, prolonger leur résidence et se trouver d'autres moyens de résidence. Donc, ils doivent assumer eux-mêmes des frais additionnels qu'ils n'auraient pas eu à assumer normalement. Et c'est des étudiants qui se disent, bien, est-ce que je serais peut-être mieux avec une université hors Québec, comme en Ontario, comme exemple? Donc, les conséquences sont énormes pour les étudiants. Beaucoup d'étudiants perdent leur emploi d'été. Beaucoup d'étudiants vont avoir à reprendre leur session. Beaucoup d'étudiants ont lâché leur session, ont quitté, ont abandonné les études. Et on se fie sur l'engorgement qu'il va y avoir à l'automne pour dire qu'ils ne pourront pas tenir le gouvernement. C'est devenu une partie de brosse-fer, une question de principe. Oui, et il y a beaucoup maintenant de subterfuges qui ont été employés. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent à des cours par Internet, la téléuniversité notamment. Beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent maintenant dans des universités hors Québec pour poursuivre leur programme. Il y a beaucoup de... Je prends par exemple l'ETS au centre-ville où les laboratoires de l'ETS sont utilisés 7 jours par semaine par d'autres universités qui sont en arrêt actuellement. Alors, il y a beaucoup ETS, excusez-moi, M. Veillette, c'est l'École de technologie L'école de technologie supérieure. C'est un peu l'équivalent de Polytechnique, mais pour l'Université du Québec et ses différentes constitutions. Voilà. Et on voit qu'il y a beaucoup de cours qui se poursuivent par Internet également, des examens qui se font par Internet. On voit que beaucoup de professeurs ont transformé leur programme en travaux de session. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont terminer leur session. Est-ce que c'est 60 70 75 des étudiants postsecondaires? Alors, eux qui vont être favorisés de fait d'avoir été disciplinés et fidèles à leur programme d'études, et aussi le fait qu'ils aient profité dans leur spécialité d'une continuité d'études. Alors, dans certains cas, les programmes se font à l'extérieur de l'université, à d'autres endroits, surtout pour les petits groupes, là où c'est faisable. Mais c'est pas faisable dans tous les secteurs. Et les gens un peu plus vieux qui nous écoutent et qui se rappellent de mai 68 en France, par exemple,
pendant une dizaine d'années qui ont suivi à peu près, il y a beaucoup d'employeurs, quand ils voyaient des diplômes de mai 68, évidemment, ils refusaient d'engager ces personnes-là ou mettaient des conditions un peu plus sévères pour les engager, comme des engagements à demeurer en place pendant 3 ans, pendant 5 ans, des choses de même. Et c'est là que la philosophie, je pense, dans ce débat-là est importante. Les étudiants actuellement ne voient qu'une chose, les étudiants contestataires, parce qu'ils ne sont pas tous contestataires, c'est soit le gel des frais de scolarité ou la gratuité. Dans les deux cas, c'est invivable budgétairement comme société. Parce que les dépenses de l'institution, elles, n'arrêtent pas d'augmenter, ne serait-ce qu'à cause de l'inflation. Tout à fait. C'est une aberration de croire que le gel ou la gratuité est une option. C'est tout à fait une aberration. Les associations étudiantes comme telles ont des frais d'opération. Est-ce qu'ils accepteraient que leurs frais d'opération diminuent, soient gelés, ou que ce soit fait gratuitement? Ils ont besoin de budget pour opérer. Nos universités, nos cégeps ont besoin de budget également pour opérer. Et l'étudiant d'aujourd'hui et le payeur de taxes et d'impôts demain, tout ce qu'il pourrait obtenir comme avantage ou comme ajustement consenti par l'État, c'est lui, de toute façon, qui va le payer demain. Et le gouvernement n'est pas un puits sans fond. Et de dire on va réduire les frais de scolarité ou on va augmenter les frais de scolarité, mais on va réduire les frais afférents, c'est un petit peu aberrant aussi parce que finalement, quand on prend à des étudiants ou à n'importe quel autre contribuable de l'argent dans sa poche gauche ou sa poche droite, c'est toujours le même contribuable qui paie. Oui, mais il faut penser qu'il y a un élément là-dedans de culture. Il faut se rappeler qu'avec la fin des années 60, début des années 70, il y avait eu comme une promesse gouvernementale de l'accessibilité à l'instruction publique et à l'éducation. Et ça a amené justement le gel des frais de scolarité, ça a amené un paquet d'autres éléments qui ont bâti une culture. Donc, quand on veut changer une culture, puis quasiment comme des droits acquis, il faut le faire graduellement. Et je pense que le rapport de force du gouvernement aurait pu commencer tranquillement, tout simplement dire on va indexer tranquillement les frais de scolarité, puis on fait une augmentation de 2 cette année, puis après ça, ça continue un coup que le principe est accepté. Mais il faut penser qu'on part d'une position où on pensait avoir des droits acquis, qu'on avait eu des promesses comme société, qu'on voulait donner l'accessibilité à l'éducation à tout le monde. Et là, on commence à attaquer ce principe-là, mais avec une position de force au lieu d'y aller graduellement. La question des frais afférents, j'ai trouvé ça intéressant parce que dommage que ça n'ait pas vraiment passé, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, ça donne une dynamique pour impliquer les étudiants dans dire, OK, on peut réduire notre facture. Des économies qu'on pourrait faire à quelque part. Puis vous allez en profiter. Alors donc, ça forçait les étudiants à contribuer, à participer, oui, exactement au processus. Contrôle des coûts. Ouais. Par contre, on ne sait pas quelle va être la position des universités, parce que c'est eux autres qui vont être attaqués en se faisant dire que vous dépensez de l'argent sans compter. Et les étudiants voulant faire des économies, ils ne veulent pas faire des économies, donc c'est un marché de dupes. Oui. C'est sûr que l'objectif est louable au niveau des frais afférents d'assainir la gestion des universités et des cégeps. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que quand on parlait d'une économie gratuite de 183 millions, comme ça, sur un coup de dé, dit par les représentants des étudiants, comment peut-on arriver à une conclusion magique comme ceci? Est-ce que les étudiants seraient prêts à renoncer à leurs services ou à diminuer leurs services, par exemple, Internet, ou diminuer leurs services de bibliothèque ou les services sportifs? Quel programme serait-il prêt à diminuer en termes de budget? C'est peut-être ça, dans le fameux comité là, qui vont regarder et vont être obligés de faire des choix au-dessus. Oui, mais à tous les ans, les universités ont ces comités de travail-là pour établir les priorités. Qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on maintient? Les choix budgétaires visent exactement le même exercice. Jusqu'à quel point on peut dire que l'idée vient de ce comité spécial-là ou vient de la gestion interne de l'université? C'est très difficile à départager. Mais l'objectif aussi de l'accessibilité, ça, c'est incontestable. C'est impossible qu'aujourd'hui, au Québec, en 2012, il y a des jeunes qui ne puissent pas éventuellement aller au cégep ou à l'université parce que leur famille n'a pas les moyens. Je pense qu'ils ont ajusté justement Ils ont commencé à ajuster et c'était peut-être un peu tard. Il aurait fallu que ces mesures-là soient annoncées graduellement, soient faites bien avant et que l'augmentation des frais de scolarité soit faite en fonction d'un indice. Tu sais, que les choses augmentent de 1 ou 2 par année avec l'inflation.
on vient comme habitué puis on l'accepte plus facilement. Tout à Une fait. hausse de 300 ou de 1700 $ sur 7 ans, etc. Il y a eu des façons de présenter les choses qui, j'ai trouvé, étaient plutôt maladroites. Il y a un problème de communication, donc, du côté Oui. gouvernemental, Oui, certainement. et aussi de comment on gère un changement aussi important Tout à fait. en termes de communication. Ça se fait sur des longues périodes et non pas sur un, Exactement. sur un mandat de 4 ans à la veille d'une élection. Là. C'est comme la même chose pour le gouvernement. Tu sais, le budget équilibré, ils n'ont pas décidé de faire ça dans la même Tout à année. fait. Donc, eux autres aussi se donnent des marges de manœuvre lorsqu'ils font des changements importants. Oui, M. Veillette. J'ajouterais que le problème majeur perçu, c'est plutôt la désinformation. Il y a eu énormément de désinformation qui mêle le monde, qui rend la confusion. Prenons l'exemple des régimes enregistrés d'épargne-études. Quelqu'un qui a peu de revenus, un couple qui a peu de revenus, peut toujours profiter de ce régime-là. Il peut profiter du régime. En Il y a simplement qu'à planifiant s'ouvrir un 15 ans régime ou 20 ans d'épargne-études. d'avance. Et selon les critères de revenus du couple dans l'année, eh bien, automatiquement, le gouvernement lui verse un 400 ou un 500 $ dans le régime. Bien, alors, C'est basé messieurs, sur leur avant qu'on devienne contribution, très quand même. riche avec ça, il Non. va falloir arrêter cette émission, malheureusement, parce qu'on me fait signe que le temps, c'est de l'argent, puis là, ici, c'est pas de l'argent qu'on mange, c'est du temps. Alors, donc, ça revient au même. Alors, je vous remercie beaucoup, M. François Morancy de Aviso, des conseillers financiers, d'avoir été avec nous, et M. Gaétan Veillette du groupe Investors, donc de la famille Power Corporation, d'avoir été avec nous également. Ce fut fort intéressant, quant à moi, encore une fois. J'espère que les gens qui nous écoutent ont apprécié également, et ils peuvent toujours revoir ces propos-là en allant sur notre site Internet, qui est le tvrl.ca. Et puis, vous pouvez toujours appeler aussi au 450-973-8005-8005. Et si vous voulez communiquer avec l'animateur ou pour lui dire des bêtises ou pour lui dire d'autres choses intéressantes, je préfère les choses intéressantes, je vous dis tout simplement tout go, là. Alors, dans mon cas, vous faites le 514-931-0746. Alors, je vous souhaite, messieurs, bonne fin de semaine, bonne fin de journée et à la prochaine.